Aujourd'hui, c'est une vidéo assez rapide, dans laquelle on va apprendre du vocabulaire qu'on voit au tout début du collège, soit en 5e, soit en 6e. Et je vais commencer par utiliser un chauffage et un Erlenmeyer de 500 ml. Cette eau du robinet, en fait, je vais la porter à ébullition. Donc je vais mettre mon chauffage sur max. Et on va être patient et attendre que mon eau soit à ébullition. Donc il faut qu'elle atteigne 100 degrés Celsius. Ici, j'ai un thermomètre. Et je vais mesurer la température de l'eau pour savoir où j'en suis. Ce qui est important de remarquer, c'est que mon Erlenmeyer, en fait, il est à peu près propre. On approche des 100 degrés Celsius et l'ébullition elle est presque là. Et voilà, enfin, on est à 100 degrés. Et logiquement, on a de l'eau qui bout. Bon, par contre, il faut encore être patient parce que là, l'expérience ne fait que commencer. En fait, on va attendre que toute l'eau se soit évaporée. Donc ça va être très très long. Alors, comme on s'ennuie un peu, on peut regarder un truc. C'est que mon chauffage, il est encore sur max. Mon eau, elle est en train de bouillir. Ça fait plusieurs minutes. Mais ma température, elle est restée bloquée à 100 degrés. Et oui, l'eau liquide, ça peut pas dépasser 100 degrés. Si je la chauffe plus fort que 100 degrés, en fait, ça devient de la vapeur. Et là, mon thermomètre, il est dans l'eau liquide. Même si je chauffe pendant une demi-heure, ça va rester à 100 degrés. Et là, on a la preuve. Bon pour vous, j'ai accéléré le temps, mais moi ça fait bien 10 minutes que je suis en train de chauffer, et je pense que j'ai même pas atteint la moitié. Au départ j'ai mis un volume de au hasard, mais en fait j'aurais dû en mettre moins. Bon, comme c'était très long, j'ai coupé la vidéo. Et là, après 40 minutes de chauffage, on arrive presque au bout. Il y a quasiment plus d'eau. Allez, encore 3 minutes. On peut enfin dire officiellement que c'est terminé. Donc je peux éteindre mon chauffage. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Donc mon eau était liquide, je l'ai chauffée. Évidemment, c'est devenu de la vapeur d'eau. Elle s'est vaporisée. Donc elle est remontée. Et il y a des molécules d'eau sous forme de gaz qui ont touché le verre de l'Erlenmeyer. En touchant le verre, en fait l'eau s'est liquéfiée. Donc elle est repassée de gaz à liquide. C'est la liquéfaction. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que mes parois de l'Erlenmeyer, à l'intérieur, elles sont mouillées. Et moi, je vais encore attendre 5 minutes que ce soit un peu plus sec. Comme ça, ce que je voulais vous montrer, on le verra encore mieux. Et là, c'est très net. Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'il y a comme un résidu blanc à l'intérieur de mon Erlenmeyer. Donc en fait, l'eau du robinet, elle a laissé des traces sur les parois à l'intérieur et aussi surtout dans le fond de l'Erlenmeyer. Bon tout ça pourquoi? Eh bien en fait, tout ça pour dire que dans l'eau, si on la regarde, on a l'impression que c'est que de l'eau. Mais en fait pas du tout. Dans une bouteille d'eau ou dans l'eau du robinet, il y a des molécules d'eau, H2O, mais il y a aussi plein de minéraux. D'ailleurs, si on regarde l'étiquette d'une bouteille d'eau, c'est écrit. On voit bien, il y a du magnésium, du calcium, Etc. Donc pour conclure, on doit retenir que dans l'eau, même si on ne le voit pas, à l'échelle microscopique, il y a des molécules d'eau, mais pas que. Donc à l'échelle microscopique, l'eau c'est un mélange de plusieurs éléments. Et sur certaines étiquettes, il est marqué résidu sec ou extrait à sec. Et ça veut dire quoi cette indication ?
En fait, c'est la masse des résidus blancs que moi j'ai récupérés. Pour la deuxième partie de l'expérience, je vais aller chercher du nouveau matériel. Donc on se retrouve ici et je vais tout installer. Je vais refaire exactement la même expérience, mais cette fois-ci avec des tubes à essai. Et pourquoi je vais le faire 2 fois? Parce que dans le tube à essai de gauche, je vais mettre de l'eau du robinet. Et dans le tube à essai de droite, je vais mettre ça. C'est de l'eau déminéralisée. Donc de l'eau de laquelle on a retiré les minéraux. À gauche, je vais noter ça tube 1. Et à droite, tube 2. Et voilà, c'est presque terminé. Ça a été beaucoup plus rapide que tout à l'heure, mais on verra un peu moins bien. Voilà, l'expérience est terminée. Comme les tubes à essai sont un peu chauds, je vais les prendre avec des pinces. On commence avec le tube à essai 1. Et comme tout à l'heure, on a un résidu blanc. Ça prouve bien que l'eau est un mélange. Dans le tube à essai 2, donc l'eau s'est totalement évaporée, mais il reste rien. Voilà, si on compare les deux, il y a une vraie différence. Alors comment ça s'appelle quand c'est pas un mélange? Eh bien, ça s'appelle un corps pur. Donc pour les mots à retenir, l'eau du robinet, elle contient des molécules d'eau, mais aussi d'autres choses. Donc ça s'appelle un mélange. Par contre, l'eau déminéralisée, on lui a retiré les minéraux, et du coup dedans, il y a seulement des molécules d'eau. Donc à l'échelle microscopique, elle n'est constituée que de molécules d'eau. Et quand il n'y a qu'un seul constituant, ça s'appelle un corps pur. Alors là, j'ai pris l'exemple de liquide, mais ça marche aussi avec les solides. Regardez cette plaque, c'est du zinc. Elle est constituée de quoi? Elle est constituée uniquement d'atomes de zinc. Donc ça, c'est un corps pur. Celle-ci, pareil, elle est constituée uniquement d'atomes de cuivre, donc c'est un corps pur. Par contre, si je prends ce cylindre en laiton, eh bien à l'échelle microscopique, il est fait d'un mélange de zinc et de cuivre. En fait, on a mélangé ces deux métaux. Donc le laiton, il contient à la fois des atomes de zinc et à la fois des atomes de cuivre. Donc à l'intérieur, à l'échelle microscopique, c'est un mélange. On va faire une pause dans la vidéo pour venir remplir un peu le cahier. Le but ici, c'est de faire 2 schémas, le schéma d'un corps pur et le schéma d'un mélange. Donc je vais faire 2 béchères et plein de molécules. Comme on va faire un schéma, on va prendre un crayon gris et une règle. Bon, dans ce premier bécher, je vais essayer de représenter un corps pur. Donc je vais faire des molécules d'eau à l'état liquide.
Donc ça veut dire que je vais faire des molécules collées, mais pas du tout alignées. Alors j'en ai fait un nombre au hasard. Ce qui est important de remarquer, c'est que comme c'est un corps pur, ce sont toutes les mêmes molécules et donc elles doivent toutes à peu près avoir la même taille. Et maintenant, on va tout colorier. À droite, je refais pareil. Sauf que cette fois-ci, je vais avoir des molécules de plusieurs natures. Donc, je vais devoir les colorier en plusieurs couleurs. Voilà, sur un schéma, on comprend bien. À gauche, toutes les molécules sont de même nature. Donc par exemple des molécules d'eau. Donc, c'est un corps pur. Ici, j'ai des molécules de plusieurs espèces chimiques. Donc là, c'est un mélange. Et maintenant, on va devoir écrire les deux définitions en rouge puisque c'est à apprendre par cœur. On continue la vidéo avec une nouvelle partie, et donc j'aurai besoin encore de nouveaux matériaux. Donc on a du sel, une solution bleue, une solution jaune, du sable et de l'huile. Alors je vais commencer par prendre ma pipette et dans un tube à essai, je vais mélanger la solution jaune avec la solution bleue. Prends mon petit bouchon et j'agite. Voilà, donc les deux solutions se sont bien mélangées. Bon, les couleurs, c'est juste pour faire joli, mais à la fin, on obtient une solution qui est verte. Tout est logique. Dans le tube à essai d'à côté, je vais mettre de l'eau sans colorant. Et je vais y ajouter de l'huile. Je fais pareil, je prends un bouchon et j'agite. Et voilà, on s'y attendait, là, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc résultat, nouveau mot de vocabulaire,
Les deux solutions jaune et bleu, elles peuvent se mélanger, on dit qu'elles sont miscibles. En revanche, l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. On dit que les deux liquides sont non miscibles. Donc ici dans le tube de droite, on sait que c'est un mélange parce qu'il y a plusieurs éléments, mais à l'œil nu, on voit qu'un seul constituant. Et quand il n'y a qu'un seul constituant, on appelle ça un mélange homogène. Ici par contre, à l'œil nu, on arrive à distinguer les différents constituants. On a en bas l'eau et en haut l'huile. Donc ici on voit deux phases distinctes. Et quand à l'œil nu, on arrive à distinguer les constituants d'un mélange, on appelle ça un mélange hétérogène. Donc à droite, on a dit mélange homogène et à gauche, mélange hétérogène. Ici, les liquides étaient miscibles et se sont bien mélangés. Par contre, dans le deuxième cas, les solutions ne se sont pas mélangées et donc on a dit qu'elles étaient non miscibles. Bon, pour vous présenter les deux types de mélanges, j'ai utilisé des liquides. Mais en fait, ça marche aussi avec des solides. Donc grâce à l'entonnoir, je vais mettre deux solides dans les tubes à essai de gauche. Et maintenant, simplement, je vais y ajouter de l'eau. Et comme tout à l'heure, je prends mes bouchons et j'agite. Et si on regarde le résultat de près, on voit qu'à gauche, le sel a disparu. Donc à l'œil nu, on ne peut pas distinguer les constituants. Donc on a un mélange homogène. Ici à droite, le sable il n'a pas disparu. Donc à l'œil nu, je peux distinguer les deux constituants. Donc là, on a un mélange hétérogène. Donc là, pour résumer, dans mes 4 tubes à essai, à chaque fois, j'ai mis 2 éléments. Donc à chaque fois, ce sont des mélanges. J'ai 2 mélanges homogènes et 2 mélanges hétérogènes. Par contre, là, dans mes tubes à essai, j'ai 0 corps pur. Puisqu'on rappelle qu'un corps pur, c'est quand il n'y a qu'un seul constituant, même à l'échelle microscopique. Et là, ce n'est pas le cas. À chaque fois, j'ai mis au moins 2 éléments. Et on revient sur le cahier pour noter ce qu'on a appris. Cette fois-ci, je vais pas faire des béchers, mais je vais faire des tubes à essai. Dans le premier tube à essai, j'avais une solution verte. Et dans le second tube à essai, j'avais un mélange d'eau et d'huile. Ici à gauche, à l'œil nu, je vois qu'un seul constituant, donc je n'ai qu'une seule phase, donc c'est un mélange homogène. Alors qu'à droite, je peux distinguer 2 constituants, donc il y a 2 phases. Donc là, c'est un mélange hétérogène. Encore une fois, on va devoir écrire 2 définitions en rouge. Et maintenant, il nous reste encore 2 mots de vocabulaire à apprendre. Ici, dans mon tube à essai de gauche, j'ai mélangé de l'eau et du sel.
on a bien vu quand j'ai agité, le sel il s'est dissous. Donc dans ce cas-là, l'eau m'a permis de dissoudre le sel. Donc on appelle ça un solvant. Donc dans mon exemple, l'eau c'est un solvant. Un solvant, c'est un liquide qui permet de dissoudre un solide. Donc l'eau ici, c'est un solvant. Et le sel c'est quoi? Eh bien le solide qui va se dissoudre dans l'eau, on appelle ça le soluté. Donc l'eau c'est le solvant, le sel c'est le soluté. Et l'ensemble, quand je réunis les deux, ça forme une solution. Voilà, je suis désolé, ça fait beaucoup de mots de vocabulaire. Et maintenant, on va en paquet.